Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien aujourd'hui. On débriefe la MotoGP, on débriefe le Grand Prix de Grande-Bretagne de MotoGP qui avait lieu sur le circuit de Silverstone l'année dernière. Il n'y avait pas eu de course de MotoGP et cette année on a retrouvé une course sur cette piste. On fera bien entendu la note du Grand Prix, il y aura les bleus, il y aura les tops, flops. Dans la description, vous aurez tous les résultats de la course, les résultats championnat. On fera également un bilan au championnat du monde en toute fin de vidéo. Ce Grand Prix de Grande-Bretagne. N'hésitez pas à vous abonner déjà à la chaîne, c'est très important. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à me dire si vous êtes d'accord, pas d'accord avec moi, ce que vous avez pensé de la course. Tiens, n'hésitez pas à donner votre note pour ce Grand Prix. On commence tout de suite par ce Grand Prix de Grande-Bretagne. Ça faisait quand même du bien de retrouver ce circuit de Silverstone en moto. On l'avait eu en Formule 1. Très belle piste, déjà Silverstone. Belle piste en moto qui est... Enfin, le pilotage est très différent en fait. Et ça donne des courses qui sont assez différentes entre la moto et la Formule 1. Et on a beau dire, mais ce Grand Prix a quand même été très différent de la course de Formule 1. On avait eu également la qualification sprint en Formule 1 qui avait changé un petit peu la donne. Mais il y a eu une course quand même assez différente dans ce Grand Prix moto. On a vu une très grande course en 2019, notamment la bagarre Rins face à Marquez qui avait vraiment été assez incroyable avec Rins qui avait gagné la course vraiment sur le fil. Bon, ce Grand Prix a été quand même beaucoup plus calme avec un Fabio Quartararo qui a été intouchable, il faut le dire, pendant tout le week-end. Il y a eu quand même une magnifique course du côté d'Aprilia. Et puis, voilà, c'est un Grand Prix beaucoup plus calme. La note du Grand Prix, je pense qu'elle va pas plaire à tout le monde. Moi, j'ai décidé de mettre 9 sur 20. Pourquoi 9 sur 20 ? Je me suis un peu ennuyé pendant cette course, pour tout vous dire. Alors, j'ai dû la regarder en anglais aussi, parce qu'en ce moment... Je peux pas dire que mon planning ne soit pas chargé. F1, moto, cyclisme, les Paralympiques. Donc voilà, on peut pas regarder tout en même temps. Et donc cette course de MotoGP, je l'ai regardée en trouvant un lien streaming pas du tout légal, un lien replay de BT Sport, donc la chaîne anglaise qui diffuse la MotoGP. Ouais, la course a été assez linéaire quand même, hein. Si vous enlevez l'accrochage au premier tour entre Marquez et Martin, il y a quelques pilotes qui ont fait un mauvais Grand Prix, il y a des pilotes qui ont fait une belle course, mais il n'y a pas eu vraiment de grosses bagarres, quoi. Ça a été des différences de rythme pendant la course, mais pas de belles bagarres, de gros dépassements. On avait des petits paquets, enfin, mais des tout petits paquets, c'était 2, 3 pilotes, 4, et on avait un Quartararo exceptionnel. Moi, j'ai bien aimé quand même Binder, qui a fait une belle remontée en course. Parce que je l'ai pas mis dans les top et flop, hein, dont je vous en parle maintenant, parce que voilà, j'ai bien aimé les dépassements de Brad Binder, Miller également en fin de Grand Prix, j'ai pas marqué, mais a été intéressant. Il y a eu des belles bagarres, notamment avec Alexis Espargaro, mais sinon je me suis un petit peu ennuyé, plus que d'habitude. Un 9 sur 20 sur un Grand Prix MotoGP, et ça donnerait un 11 ou un 12 en Formule 1, hein. Faut quand même bien s'étonner. Voilà, mais voilà, je me suis un petit peu ennuyé pendant cette course. Et c'est pour ça que je mets que 9 sur 20. On passe tout de suite au bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus, je commence avec Fabio Quartararo, vainqueur de ce week-end de course. Intouchable lors du Grand Prix, mais vraiment le rythme intouchable, quoi. Il a 2 secondes 6 d'avance, mais voilà, il a jamais été véritablement mis en difficulté, que ce soit par Rins, que ce soit par Espargaro. Voilà, il gagne son Grand Prix vraiment très facilement. Pour dire, hein, le 10e qui est Petrucci est quand même à 16 secondes, ce qui est énorme. Zarco est à 16 secondes aussi. Le dernier, c'est Jack Dixon qui est le dernier de la course, c'est à 50 secondes, mais Rossi est à 30 secondes. Donc voilà, la 15e place, c'est à 21 secondes de retard quand même. Donc non, il a mis des gros écarts, il a fait une course vraiment fantastique. En plus, il va arriver également à Aragon, qui est un circuit qui certes ne lui a jamais vraiment réussi, mais qui a plutôt été bon pour Yamaha, quand même, cette piste. Misano, ça lui rappellera peut-être des mauvais souvenirs. On ira 2 fois à Misano, mais quand on voit cette fin de saison, le Grand Prix des Amériques, c'est pas encore assuré non plus, hein. Il y a quand même des pistes qui lui conviennent bien à Fabio, et ça va être très intéressant. Il a
pas mal d'avance, je crois que c'est 64 ou 65 points d'avance au championnat pilote. Ça commence à faire beaucoup aussi. Il peut commencer à voir un petit peu venir, même s'il ne veut pas le dire. Et puis c'est un pilote qui a déjà géré des championnats aussi. C'est-à-dire dans ses jeunes années, le championnat d'Espagne, il l'a géré. Donc c'est un pilote qui a l'expérience également d'être en tête d'un classement. Fabio Quartararo, vraiment intouchable sur cette course. Et puis la bonne opération, c'est qu'en plus, ses poursuivants en direct ne sont pas totalement derrière. C'est-à-dire Joan Mir finit 9e, Zarco 11e. Miguel Oliveira n'est pas dans les points. Banaya finit 14. Donc en plus, il prend beaucoup de marge sur tous ses adversaires. Même Jack Miller qui est 4e, mais Jack Miller était déjà très loin au classement. Donc c'est vraiment la situation idéale pour lui, ce Grand Prix. Qui a été tout simplement parfait. Et puis il va retrouver assez vite, on espère, un équipier de talent qui se mettra à son service, qui sera Franco Morbidelli. Les deux se connaissent bien aussi. Les deux ont travaillé excellemment bien chez Petronas. Donc ça devrait vraiment être très intéressant pour Fabio là, dans les semaines à venir. Je continue avec Johann Zarco, 11e. La satisfaction du Grand Prix pour Johann Zarco, c'est qu'il finit et qu'il marque des points. Sinon, il n'y a pas grand chose à conserver de cette course ce week-end. Très clairement, il a été en difficulté. Il est en difficulté depuis le Grand Prix de Styrie et même le Grand Prix des Pays-Bas. Johann Zarco, il est sur une mauvaise série depuis. Les Pays-Bas, il avait fini 4e. Mais c'est vrai que son été a quand même pas été facile. Si on prend depuis le Grand Prix d'Allemagne, son meilleur résultat, donc c'est aux Pays-Bas. Il y a eu un abandon en Autriche, une 6e place en Styrie, mais on s'attendait peut-être à mieux, une 11e place en Grande-Bretagne. Puis surtout devant, vous avez toujours Fabio Quartararo qui caracole et qui accumule des points. Donc c'est ça la difficulté pour Johann Zarco. Toujours 3e du championnat pilote. Ça, c'est quand même la satisfaction, mais il va falloir retrouver de la forme, Surtout que Aragon n'est pas forcément un circuit qui convient très bien à Ducati. Vous avez Misano, vous avez le Grand Prix des Amériques, mais il va falloir trouver des solutions là très clairement pour Johan. En difficulté en ce moment au niveau pilotage, il n'a pas trop de sensations avec sa moto. Il accumule des points, mais c'est compliqué. Et de toute façon, on s'aperçoit que chez Ducati, à part Jack Miller, tout le monde a été un petit peu en difficulté sur cette course. Parce que Bastianini fait 12, mais il y a eu quand même l'avantage d'avoir 2 abandons devant lui. Luca Marini n'a jamais été dans le coup pendant tout le week-end. Même Jorge Martin n'était pas incroyable sur ce week-end de course. Tout le monde a été en difficulté, personne n'a été à l'aise avec sa moto. Donc il va falloir trouver des solutions pour les prochaines courses, parce que sinon la situation va vraiment, vraiment, vraiment se compliquer pour Johann Zarco et pour les pilotes de l'équipe Ducati. Et le titre, de toute manière, semble quand même assez mal embarqué pour qu'un pilote de l'équipe Ducati remporte la gagne. Je continue du côté des pilotes au top. On passe tout de suite, en fait, aux pilotes au top. Du côté des pilotes au top, je commence bien entendu avec Alex Espargaro, vainqueur de 3e de ce Grand Prix. Disons, ça va de mieux en mieux la forme. Que dire, très belle course, parce qu'il part quand même 6 sur la grille. Et surtout, c'est l'une des premières fois où l'Aprilia n'a pas perdu un petit peu de rythme en fin de Grand Prix. Et ça, c'est une belle chose. C'est vrai qu'on avait tendance à avoir quand même une Aprilia qui démarrait très bien, les débuts de course, un Alex Espargaro qui démarrait très très bien, et puis qui reculait un petit peu dans la hiérarchie. Alors c'était moins catastrophique que les années précédentes, mais il reculait quand même un petit peu dans la hiérarchie. Et là, on a vu toute l'agilité de l'Aprilia. C'est un circuit où il faut avoir une moto agile. Silverstone, c'est un circuit quand même assez atypique sur la saison. Et voilà, belle perf d'Alex Espargaro, 4 secondes en plus de Fabio, pas si loin, devant son frère également, qu'il a dépassé pendant le Grand Prix. Et on sent qu'il y a la situation avec son frère, c'est quand même encore de nouveau tendu entre les deux frères Espargaro qui... il y a toujours eu des hauts et des bas entre les deux frères, ça fait depuis 15 ans, enfin plus de 10 ans qui s'affrontent. Paul, je crois qu'il est arrivé en 2008 en moto, 125 à l'époque. Donc les deux s'affrontent depuis des années.
Et ça fait depuis maintenant plus de 5 ans qu'ils sont l'un face à l'autre en MotoGP aussi. Donc bon voilà, on a connu les relations conflictuelles entre les deux frères, mais là il y a eu une petite tension en début de week-end. Et puis Alex Espargaro, il a réussi à passer outre, à faire un très bon Grand Prix, premier podium pour Aprilia. Et il commence à marquer un petit peu son territoire quand même chez Aprilia face à Viñales. Ça va être une vraie bagarre entre les deux. Et ouais, Viñales, faut pas qu'il s'attende à avoir un pilote facile en face. Alex Espargaro, il connaît très très bien la machine, c'est lui qui a développé cette moto. Bon, pour Viñales, ça va pas être si facile que ça. Même si c'est une moto qui a un bon châssis, quand même, la moto Aprilia, elle est moins facile d'utilisation que la Yamaha, et beaucoup de pilotes se sont cassés les dents chez Aprilia. On peut dire qu'à part Alex Espargaro, même Iannone a été en difficulté. Je pense notamment à Bradley Smith aussi. Tous les pilotes qui sont passés chez Aprilia, le seul qui s'en sort, c'est Alex Espargaro. Et Viñales va falloir qu'il fasse attention. Ce n'est pas une moto facile, tout simplement. Et c'est vrai que il y aura une belle bagarre. Il y aura une belle bagarre quand même chez Aprilia pour les semaines à venir et les grands prix à venir. Je continue du côté des pilotes au top. J'en ai 4 pour tout vous dire, avec Paul Espargaro, le frère. Ça a quand même été un bon week-end pour Paul. Déjà la pole position, il était heureux, ça faisait du bien, ça faisait du bien de le voir quand même heureux, parce que depuis le début de saison chez Honda, c'est quand même pas la fête. Il a quitté une équipe comme KTM où il était avec une moto qui marchait parfaitement bien, dans une équipe où chez Honda on sent qu'on ne sait pas trop où on va, très clairement, pour le moment chez Honda, avec cette machine. Et puis du côté de Paul Espargaro, ça reste un pilote qui est très fort en qualif. Déjà l'année dernière, cette année c'est encore le cas, il a souvent été plus performant même en qualif qu'en course. Et puis du côté de Paul Espargaro, le Grand Prix a été un peu plus compliqué, il a reculé dans la hiérarchie, il finit quand même 5e, ce sont des points importants pour Honda, pour l'équipe officielle, mais pour lui également au classement pilote. Et puis il fait face à un Marc Marquez qui a été en difficulté encore ce week-end, qui a trop forcé au niveau de son pilotage. Voilà, il est revenu un petit peu dans le match. Alors, pour le moment, chez Honda, on fait pleine confiance à Marquez, mais s'il arrive à enchaîner les résultats, Paul Espargaro, il pourrait inverser la tendance. Et ça serait très bien pour le pilote espagnol. Et puis, on a vu un pilote qui était plus en confiance avec sa machine, plus en osmose avec sa machine. Ça a été sa grande difficulté à Paul Espargaro ces derniers temps, c'est que il était en difficulté sur sa moto, il se battait, et pourtant Paul Espargaro, c'est quand même un pilote qui se bat, et qui se bat plutôt remarquablement bien avec ses machines. On se souvient notamment chez KTM, c'est un pilote qui a toujours été un bagarreur. Mais là, ça ne marchait absolument pas avec la Honda. Pourtant, son style de pilotage est quand même proche, on va dire, d'un Marc Marquez, même s'il se déhanche plus encore qu'un Marc Marquez, c'est quand même un style de pilotage assez proche. Ça ne marchait pas pour Paul Espargaro, ça ne marchait absolument pas. Et là, Silverstone, qui est pourtant pas un circuit évident, qui est pourtant un circuit qui ne pardonne pas les erreurs, il a été performant. Donc on verra ce que ça donnera du côté de Paul Espargaro sur la suite de la saison. Mais je suis vraiment... j'espère que ça va le lancer pour la fin de saison au niveau de la performance. Je continue. 3e pilote au top, c'est Alex Rins. De retour également, Alex Rins. Ça a été un petit peu le Grand Prix des pilotes qu'on avait perdu de vue. Jack Miller, Rins, Paul Espargaro, Mika Lecuona aussi. Ça a été un bon Grand Prix pour Alex Rins, puisqu'il maîtrise. On se souvient de sa course en 2019, je l'avais déjà dit, mais surtout... Là encore, on a un peu amélioré les choses du côté d'Alex Rins. Ça le disait en début de week-end qu'ils avaient des gros problèmes d'électronique chez Suzuki. En interview, grosso modo, l'électronique faisait un petit peu n'importe quoi sur cette machine et que ça l'handicapait plus que Johan Mir, qu'il était en difficulté face à Johan Mir. Bien là, c'est le premier week-end depuis longtemps où il est devant son coéquipier champion du monde l'année dernière. Et surtout du côté d'Alex Rins, on a retrouvé un pilote avec un style de pilotage assez fluide, beaucoup plus performant que les années précédentes, beaucoup plus performant que les grands prix précédents plutôt.
Et surtout du côté d'Alex Rins, encore le pilote du dimanche. Comme je dis souvent avec Alex Rins, c'est que c'est un pilote qui se bonifie le dimanche. On le voit, il part 10e sur la grille de départ, il finit 2e du Grand Prix. Très bon départ d'Alex Rins aussi. Ça a toujours été un pilote qui a été performant le dimanche, hein. Ça a toujours été son souci, les qualifications. Et donc là, il a été performant lors de ce Grand Prix où il a vraiment réussi à trouver des solutions sur le week-end de course. Et sur le Grand Prix, il a été performant, il avait du rythme. C'était bien. Voilà, c'était bien ce qu'a produit Alex Rins, le pilote espagnol, et on espère là encore, comme Paul Espargaro, que ça le lance sur une dynamique pour les Grands Prix suivants. Et puis je termine avec Iker Lecuona, qui est plus performant depuis que il sait qu'il a peu de chance d'avoir un guidon l'année prochaine. Iker Lecuona, ça fait depuis plusieurs courses que je trouve vraiment plutôt pas trop mal. Pourtant, je suis pas un fan d'Iker Lecuona. Pour moi, il n'avait rien à faire en MotoGP. J'avais dit qu'il n'était pas assez mature. Mais voilà, il a enchaîné un beau Grand Prix en Autriche. Là, c'est la deuxième course où il est dans le top 10. 3 top 10 quand même cette année. C'est un peu mieux que les années précédentes. Bon, le problème d'Iker Lecuona, c'est que les opportunités de guidon pour l'année prochaine sont quand même extrêmement minces. Selon les rumeurs, Dovizioso irait chez Pramac. Pas chez Pramac, pardon. Chez Petronas, ce qui serait une belle... Enfin, voilà, à part s'il il veut une moto de l'année. Voilà. Mais ça devrait se faire. Donc pour Iker Lecuona, il n'y a plus beaucoup d'opportunités. Je pense que chez Sky, chez Avintia, c'est blindé. Il reste, pourquoi pas, dans l'équipe Gresini. Pour l'instant, c'est encore assez flou chez Gresini. Donc voilà, du côté d'Iker Lecuona, on pense également à un poste de pilote essayeur. Parce qu'il ne veut pas retourner en Moto 2, hein. Il l'a indiqué très clairement qu'il ne voulait pas retourner en Moto 2. Le chat est en très grande forme, hein, comme vous pouvez l'entendre. Et du côté d'Iker Lecuona, je pense qu'au niveau performance, ça devrait... il va essayer de finir sur une bonne note, quoi, sur une belle note, qu'on garde une belle image de lui. C'est vrai que ça a été compliqué, hein, on va pas se mentir. Iker Lecuona, dès la première course où il défonce les genoux de Johan Zarco, mais voilà, ça a été difficile pendant ces 2 saisons parce que pas forcément du matériel évident à utiliser. L'année dernière, il a été complètement dominé par Miguel Oliveira. Cette année, il est quand même à égalité, je dirais, avec Petrucci, hein. Les 2 pilotes sont très très proches, mais bon, on attendait mieux, je pense, chez Tech 3 de ces 2 pilotes-là, et Lecuona, qui a été un peu imposé par KTM, il n'a pas été performant. Et puis KTM a des nouveaux pilotes, donc on sait comment ça marche chez KTM. C'est un peu le même esprit que chez Red Bull. Il faut faire ses preuves assez vite, que Red Bull en F1, il faut faire ses preuves assez vite, parce que sinon après vous êtes tout de suite soumis à la pression. On passe au bonnet d'âne et on commence tout de suite avec Marc Marquez. Week-end très compliqué pour Marc Marquez sur ce week-end de course. Rien n'a marché pour lui. Il a forcé énormément son pilotage, notamment lors de la séance du vendredi où il retombe également avec Jorge Martin en course. Pour moi, en plus, il est totalement responsable de cette chute face à Jorge Martin. On peut vraiment pas le défendre parce qu'il y a absolument rien il y a absolument aucune possibilité de le défendre. Il passe à l'intérieur. On a l'impression qu'il a envie de se venger de Jorge Martin, qui lui fait un dépassement juste avant assez costaud et qui le tasse un petit peu. Bon, voilà, normalement, quand on est à ce niveau-là, quand même, Marc Marquez, multiple champion du monde, on ne doit pas se faire avoir de cette manière-là. On doit réussir à garder ses nerfs, mais ça montre un pilote qui n'est pas en confiance, ça montre un pilote qui est dans une situation très difficile, qui ne sait pas comment s'en sortir. Très clairement, c'est un pilote qui manque de confiance, voilà, qui est dans une situation où il ne sait pas quoi faire véritablement. Et pour moi, week-end où il n'y a pas grand-chose à en tirer, et puis surtout compliqué, hein, parce que Paul Espargaro, lui, a performé ce week-end. Est-ce que la situation et la situation entre les 2 pilotes va pas s'inverser par le statut? Techniquement, Marc Marquez est toujours pilote numéro 1, Paul Espargaro, on va dire, est un numéro 2. Mais bon, si le numéro 2 commence à performer et que le numéro 1 n'arrive toujours pas à s'en sortir avec la machine, on va peut-être commencer à réfléchir
à mettre les deux à un véritable pied d'égalité, on va dire, dans la manière de gérer dans l'équipe. Et puis, encore une chute, et au niveau de la condition physique, c'est vrai qu'on peut avoir des doutes pour ce pilote-là. On continue du côté des bonnets d'âne avec Rossi. C'est dommage, bonne qualif. Mais en course, ça n'a pas tenu. Il fait 8e en qualif, mais en course, pas de rythme, pas du tout de rythme. Il finit à 18e seulement. Il n'y a que Jack Dixon qui finit derrière lui. Bon, c'est week-end encore compliqué pour Valentino. La retraite il faut que ça arrive vite là, vraiment, maintenant. Parce que cette dernière année de Valentino aura été, enfin les 3 dernières saisons même de Valentino auront été extrêmement compliquées. Cette dernière saison aura été un calvaire pour lui, qui n'a jamais trouvé de solution sur cette Yamaha, qui n'a jamais réussi à être performant sur cette Yamaha. Bon, maintenant à lui de finir, d'essayer de faire bonne figure sur la fin de saison. Mais ça risque quand même d'être un petit peu compliqué parce que quand on voit son niveau de performance, il arrive à performer en qualif de temps en temps, mais en course ça ne tient pas. Alors est-ce que c'est un problème physique? Parce qu'on sait que Rossi, bon, physiquement, voilà, plus de 40 balais quand même. Mais bon, de toute manière, il s'en sort plus, quoi. Il arrive à faire un tour qualif, 2 tours. Sur un rythme de course, ça marche pas, et donc la fin de saison va être difficile. J'ai peur pour Valentino Rossi sur les derniers Grands Prix, et puis je termine avec le dernier bonnet d'âne, qui est Bagnaia. Là aussi, pas de rythme de course, c'est-à-dire il part bien sur le Grand Prix, il a un début de course vraiment plutôt intéressant, il se bagarre même avec... je crois avec Quartararo, je crois à un moment, mais ensuite le rythme décroche assez subitement, même du côté de Bagnaia, et la fin de Grand Prix a été un calvaire. Il avait vraiment plus du tout de rythme, dépassé, il finit 14e quand même du Grand Prix, dépassé notamment par Zarco, par Bastianini, qui n'était pas sur un grand week-end les deux, battu également par Nakagami, à 2 doigts de se faire dépasser par Marini. Vraiment fin de course difficile, et ça montre que chez Ducati, on a du mal à être régulier en performance, à être constant. Il y a certains grands prix où certains pilotes s'en sortent. Et puis surtout qu'on est sur une passe difficile quand même chez Ducati, parce que ça fait depuis de nombreuses courses qu'ils n'arrivent pas ils ont du mal à mettre 3 pilotes dans le top 10 du côté de chez Ducati. Donc ça serait intéressant de réussir à refaire ça, d'avoir les 4 pilotes, on va dire, avec Jorge Martin dans le top 10, parce que même Jorge Martin n'était pas sur un grand week-end. Et du côté de Bagnaia, oui, week-end difficile, et puis bon, niveau championnat pilote, là encore, il perd des points sur son adversaire direct, donc c'est pas le week-end idéal. On passe tout de suite au classement du championnat du monde, les différents classements. Je commence avec le classement pilote. Du côté du classement pilote, Fabio Quartararo, 206 points, largement devant Johan Mir. On retrouve donc 65 points d'écart. On retrouve ensuite Johann Zarco, puis Francesco Bagnaia, qui est déjà à 70 points. Jack Miller, 118 points et 5e, devant Brad Binder et Maverick Viñales. Donc on ne verra plus d'ici la fin de saison. Premier débutant, Jorge Martin, toujours 10e de ce classement. Valentino Rossi est seulement 21e, dépassé notamment par Lecuona, par Petrucci ou même par Morbidelli, qui pourtant n'est pas présent depuis 4 Grands Prix. On continue avec le classement constructeur. Du côté du classement constructeur, c'est Yamaha qui est en tête, qui a désormais 9 points d'avance sur Ducati dans ce classement. On retrouve ensuite KTM qui reste devant Suzuki, même si Suzuki se rapproche. Seulement 4 points d'écart entre ces deux équipes. Et puis Honda reste devant Aprilia, mais Aprilia a repris un petit peu de retard avec cette 3e place d'Alex Espargaro. Et puis on continue avec le classement par équipe, et là c'est Yamaha qui est largement devant, avec encore une bonne cinquantaine de points d'avance sur Ducati. On retrouve ensuite Pramac avec 205 points, c'est-à-dire à une centaine de points, on va dire, de Yamaha, et surtout à égalité avec Suzuki pour la 3e place de ce classement. On retrouve ensuite KTM, Honda, LCR qui est désormais quand même à quasiment 100 points de Pramac pour le classement des indépendants, puis Aprilia et Tech 3. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je m'excuse un petit peu pour les bruits de chatons énervés, mais il pleut dehors et ils ne peuvent pas sortir, et c'est terrible pour la vie d'un chatounet. Sinon, nous on se retrouve donc pour le prochain Grand Prix qui sera du côté de Misano. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao, ciao!